Ah, c'est toi. Tu m'as fait peur. Oh ouais, j'adore les Zeppelin. Spider-Man, avec un tiret, ne l'oubliez surtout pas, est un super-héros évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Comics. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comic book Amazing Fantasy Volume 1 en août 1962. Spider-Man est depuis lors l'un des personnages les plus populaires de l'univers des comics, au point même où il sera l'un des premiers super-héros à voir ses comics être adaptés au cinéma, ce qui nous intéressera principalement dans cette vidéo. Le personnage a été interprété par 3 acteurs au cinéma, Tobey Maguire pour une trilogie de Sam Raimi de 2002 à 2007, Andrew Garfield pour le reboot The Amazing Spider-Man par Mark Webb, contenant 2 films sortis en 2012 et 2014, puis à la suite d'un acteur avec Sony Pictures, propriétaire des droits du personnage de cinéma, il fut adapté une nouvelle fois pour intégrer l'univers cinématographique Marvel, en étant incarné cette fois-ci par Tom Holland depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Chaque reboot a eu, à chaque fois, son lot de fans mécontents qui jurèrent que la version d'avant était infiniment supérieure. C'était le cas lorsque The Amazing Spider-Man était sorti, les fans idolâtraient la trilogie Sam Raimi, quitte à en défendre le 3ème volet et trouver 1001 raisons de cracher sur les films de Mark Webb. Seulement, il fallut attendre la sortie de Spider-Man Homecoming, réalisé par John Watts en 2017, pour que les gens se rendent enfin compte de la valeur des films The Amazing. Détruire un film lorsqu'il sort pour l'encenser quand un nouveau sortira? J'ai déjà vu ça quelque part moi. Ouais, Star Wars et Spider-Man, même combat. Bref, le but de cette vidéo est d'analyser tout ça afin que je puisse apporter mon avis sur le fameux débat. Quelle adaptation du teaser sur grand écran est la meilleure? Déjà, je voudrais mettre une chose au clair tout de suite, histoire d'être honnête avec vous. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours été un très gros fan des histoires tournant autour de Spider-Man, que ce soit au cinéma, en animation ou en jeu vidéo. Mais, niveau comics, ma culture est vachement limitée. Je m'y suis mis récemment et j'ai dû lire quoi, une dizaine de tomes au maximum? Cela dit, certains sont de gros tomes. De très gros tomes. Et c'est parce que ma culture spider-manienne, niveau comics, est extrêmement limitée que je ne me considérerai pas comme un expert dans le domaine. Néanmoins, ces tomes que j'ai lus ont suffi pour me faire comprendre les choses les plus importantes pour moi, à savoir, les personnages, leur personnalité, les enjeux, ainsi que les atmosphères du récit. De plus, je ne pense pas que juger un film sur sa fidélité à son matériel d'origine soit réellement pertinent. Je pense qu'il faut juger un film pour ce qu'il a à nous proposer, quitte à en prendre quelques libertés, sans en faire n'importe quoi, évidemment. Bref, commençons par parler des personnages. Pour ce qui est des personnages, sachez que ça ne reste évidemment que mon avis. Il a de bonnes chances d'être différent du vôtre, alors je vous prie de au moins bien écouter mes arguments, histoire de me comprendre. Et je donnerai ce premier point à la saga The Amazing Spider-Man. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la saga qui, en plus d'avoir proposé les personnages les plus comics accurate des 3 sagas, a aussi proposé les personnages les plus intéressants. Gardons Peter Parker et Spider-Man pour la fin, et attaquons-nous tout de suite à un certain Flash Thompson. Dans la saga de Sam Raimi, Flash est le stéréotype d'un bully. Celui qui a pour rôle d'harceler le héros pendant sa période impuissante et qui va sortir avec son love interest. Il n'est tellement que ça que le personnage n'en est absolument pas intéressant, on a juste envie de le haïr.
Cela dit, il remplit bien son rôle. Dans la saga The Amazing, Flash, en plus d'être interprété par un acteur bien plus charismatique et jouant beaucoup mieux, commençait à suivre le même chemin qui caractérise le personnage. À la différence que, dans la version The Amazing, il possède un développement ainsi qu'une personnalité beaucoup plus nuancée que son prédécesseur. Cela permet de haïr le personnage dans un premier temps, avant d'être touché par son comportement empathique envers Peter lors de la mort de son oncle. On voit même Flash parler à Peter comme s'ils étaient devenus amis, à certaines scènes. Ce comportement aurait pu nous faire nous attacher à ce personnage qui, j'en suis certain, aurait eu un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant dans un utopique troisième volet. Le personnage avait l'air de suivre le chemin de celui qu'il emprunte dans les comics, c'est-à-dire de s'engager dans l'armée par sens du devoir et d'être laissé pour mort au combat. CF, l'histoire d'une vie, entre autres. Dans une version des comics, il est retrouvé vivant, avec 2 jambes en moins qui seront compensées alors par le symbiote que lui proposera le gouvernement. En cas de suite, le Flash Thompson des films The Amazing aurait été un parfait agent Venom, voire anti-Venom. Passons maintenant au Love Interest. Ce qu'il y a de bien dans la saga de Sam Raimi et dans la saga de Mark Webb, c'est que le Love Interest ne sert pas seulement à remplir son rôle. Quoi, j'ai oublié de parler du Flash du MCU? Non, c'était volontaire. Le code d'honneur de ma chaîne est de ne jamais cracher sur quelque chose par peur de blesser ceux qui aiment ces choses-là. Alors croyez-moi, vaut mieux pas que je parle du Flash Thompson version pack-pack. Revenons donc à Mary Jane Watson ainsi qu'à Gwen Stacy. Comme je disais sur ces personnages, elles ne se limitent pas seulement au rôle de Love Interest, ce sont des personnages à part entière qui ont tous les deux un développement. Ils ont des objectifs, voire des rêves et des idéaux qui leur vaut de gagner notre intérêt. Mary Jane est une fille ne vivant pas dans un environnement confortable. Elle a des problèmes familiaux et on sent que sa vie est compliquée et qu'elle essaie de sortir de tout ça comme elle le peut. J'ai déjà parlé de ce personnage sur Discord avec un ami qui s'appelle Ortiasma que vous connaissez sûrement de Twitter. Une discussion des plus intéressantes et des plus instructives pour moi qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses importantes à son sujet. On voit MJ se rapprocher des différents garçons pendant la trilogie, notamment pendant le premier film. Et à première vue, on pourrait la voir comme un personnage mal écrit, qui ne sait pas ce qu'elle veut. Mais justement, le fait de ne pas savoir ce qu'elle veut, si ce n'est le succès et la popularité, c'est justement ça qui va lui donner de la consistance à ce personnage. Regardez bien, tout au cours de la trilogie, Mary Jane essaie de s'attirer la lumière des projecteurs. Ça se voit dans les métiers qu'elle ambitionne de faire. Mannequin, comédienne, actrice, chanteuse, etc. Mais surtout dans ses conquêtes amoureuses. Au début du film, elle est au lycée. Et comment fait-on pour gagner du succès lorsqu'on est au lycée? On se met en couple avec la personne la plus populaire, c'est-à-dire Flash Thompson. Ironiquement, elle le quittera lors de la remise des diplômes, marquant la fin de sa scolarité. Et comment fait-on ensuite pour gagner en succès lorsqu'on entre dans la vie active? On se met en couple avec l'héritier de Norman Osborn, patron de la plus grande entreprise de la ville. Mais quand ta vie de couple avec Harry Osborn ne se passe pas bien, que peux-tu viser de plus haut en termes de succès que l'un des hommes les plus riches de la ville, voire du monde? Un super-héros, évidemment. C'est comme ça qu'elle en arrive à tomber amoureuse de Spider-Man sans même savoir qui se cache sous le masque. Mais au final, elle se rendra compte à la fin du film qu'elle est amoureuse de Peter Parker. Peter n'avait pas de succès au lycée, il n'en avait pas non plus dans la vie active, et pour MJ, il n'était pas un super-héros, puisqu'elle ne savait pas que c'était Spider-Man. Malgré tout, c'est de Peter dont elle avait réellement besoin. Malgré tout, je pense que cet arc de développement autour du personnage aurait dû vraiment s'étendre sur les 3 films. Parce que là, avec autant de conquêtes amoureuses dans l'espace d'un seul film, on a juste l'impression d'une chose, c'est qu'elle s'est faite passer dessus par tout New York. Surtout qu'on sent bien derrière dans les 2 autres films qu'on essaie de broder autour du personnage afin de proposer quelque chose d'intéressant à dire. Par rapport à Gwen Stacy. Gwen est une jeune femme étudiant dans la même université que Peter. Très intelligente, elle travaille en alternance pour Oscorp, sous la tutelle du docteur Curtis Connor, l'un des plus grands scientifiques du monde. Son objectif est de plus ou moins suivre ses pas. Elle veut faire la fierté de sa famille et surtout celle de son père, George Stacy, qui est à la fois sa plus grande source d'angoisse mais aussi sa plus grande source d'inspiration. Sa plus grande source d'angoisse car on nous montre la peur qu'elle a à chaque fois que son père, capitaine de la police de New York, emporte son badge ainsi que son arme pour aller travailler. Ce côté-là ressortira d'ailleurs lorsque Peter s'en ira affronter des super vilains comme le lézard dans le premier film The Amazing. Mais il représente aussi sa plus grande source d'inspiration via ses valeurs et le côté héroïque qu'il partage d'ailleurs aussi avec Peter. Ainsi, on verra Gwen plusieurs fois venir en aide à Spider-Man dans ses combats afin de protéger New York et ses habitants. Que ce soit en créant l'antidote contre la biotoxine du Dr Connors, ou encore dans le combat de Spidey contre Electro dans Le Destin d'un héros. Ce qui rend aussi le personnage intéressant, c'est qu'elle possède ses propres objectifs. Dans le deuxième film, on voit qu'elle a pour ambition de partir en Angleterre afin d'étudier chez Oxford. Vous allez me dire quoi? Bah y a rien d'étonnant, rien de surprenant. Chaque personnage se doit d'avoir des objectifs. Non.
De plus, Gwen a une vision de la valeur de la vie très intéressante. C'est d'ailleurs elle qui dégagera la morale de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. On y reviendra plus tard. Parlons maintenant de Michelle Jones, cette vaste blague de Michelle Jones. Je vais tout de suite vous expliquer comment le personnage a été créé. Dans Homecoming, quand Liz est partie, il a fallu trouver un nouveau love interest à Peter. Puis ils se sont rappelés qu'ils avaient Zendaya dans le cast, mais qu'elle servait à rien. Du coup ils s'en sont servis pour remplir ce rôle. Sauf qu'ils se sont aussi rappelés que la petite amie de Peter la plus populaire chez les fans était MJ, donc ils ont décidé de faire de Zendaya la MJ du MCU. Mais comme ils n'ont pas assumé de proposer une Mary Jane bronzée, ils ont décidé de l'appeler Michelle Jones. Michelle Jones! Si encore c'était un bon personnage. Dites-vous que son personnage n'est là uniquement que pour remplir son rôle de love interest, mais qu'en plus de ça il le fait mal. Déjà parce que dans Homecoming, c'est MJ en fin de film qui montre un intérêt à Peter alors que ce dernier s'en cogne un rein. Et dans Far From Home, c'est soudainement Peter qui est fou amoureux de MJ, mais c'est MJ qui a l'air de s'en cogner un rein. Au début du film en tout cas. Je vais pas parler des dialogues niais qu'ils s'échangent, parce qu'encore ça c'est excusable avec le fait que les films Spider-Man du MCU sont écrits comme des teen movies, et qu'à cette période adolescente, début du passage à l'âge adulte, on n'a pas vraiment d'échanges matures et profonds, comme pourraient l'avoir par exemple deux personnes lancées dans la vie active, comme dans la saga de Raimi, ou encore deux adultes à l'université, comme dans les films de Mark Webb. Mais ils auraient pu faire au moins en sorte de créer une certaine alchimie entre les deux. Peter, Michelle Jones, c'est quoi ça? Une alchimie, bordel! Même avec Liz, il y avait une meilleure alchimie. En plus, Liz était un personnage intéressant pour le coup. Mais bon, apparemment la seule chose qu'ils ont respecté des comics, c'est l'échec de Peter avec Liz. Dommage parce que je la préférais de loin à Michelle Jones. Bon, pour éviter de péter un câble, je vais éviter de parler de Harry Osborn qui a été remplacé par Ned. Sérieux, Ned? Mais c'est qui ce mec? Rayon de soleil dort sur tes cheveux longs, sur nos corps de seigle, et nous joue du violon. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Palmarès du personnage, il a construit l'étoile de la mort en Lego tout seul. Bon, cela dit, chapeau, c'est vrai, c'est compliqué. C'est déjà compliqué de se l'acheter en plus vu le prix que ça coûte. Enfin bref, passons maintenant au plus important. Peter Parker. Alors globalement, je trouve que les trois sont satisfaisants. Même si je trouve que celui de la première trilogie est sûrement le plus fidèle à celui des comics. Je trouve que son interprète Tobey Maguire est de loin le moins bon. Sans être mauvais, je trouve qu'il fait partie des acteurs avec Hayden Christensen ou Mark Hamill qui font juste bien le taf, mais pas plus, et qui sont reconnus par leur fanbase respective surtout parce qu'ils ont joué un rôle marquant. Tandis qu'à côté on a Andrew Garfield, qui à défaut d'être un Peter Parker aussi fidèle aux comics que celui de Tobey, est la meilleure adaptation de Spider-Man et qui en plus possède un talent certain et compte des performances limite oscarisables. Il incarne tellement bien ce rôle que maintenant, quand je lis un comic sur Spidey, je le lis inconsciemment avec sa voix française, celle de Donnell Renew en tête. Le Spider-Man des The Amazing est une véritable réussite. Et enfin, il y a Tom Holland, qui, sans avoir le talent de Andrew, reste tout de même excellent, en plus d'avoir le physique parfait pour être 100% fidèle aux comics, notamment à la saga Ultimate. Malheureusement, ce que le Peter Parker de Tom Holland ne possède pas, c'est des enjeux matures. On dit alors souvent une chose. DC Comics nous montre à quel point un super-héros peut être humain, tandis que Marvel nous montre à quel point un humain peut être un héros. Et à juste titre. C'est ce qui rend la majorité des super-héros de Marvel grandement intéressants. Et plus particulièrement avec Peter Parker qui doit jongler entre sa vie privée et sa vie de Spider-Man. Ce qui fait la force de Spider-Man, c'est aussi de savoir qui est-ce qui se cache sous le masque. De savoir qu'il s'agit d'un homme qui, par peur de mettre en danger ses proches, fait énormément de sacrifices, comme refuser d'avoir des relations amoureuses, mentir à sa tante pour ne pas l'inquiéter, et faire de choix douloureux lorsqu'il se retrouve à faire face à des proches devenus super vilains. Tous ces points que j'ai cités sont globalement très bien respectés dans les deux premières sagas. Elles permettent de nous montrer qu'obtenir de super pouvoirs peut s'avérer être bien plus une malédiction qu'un don, et nous propose alors un récit mature et sérieux sur la notion de super-héros. Dans la saga du MCU, les choix que Peter Parker doit faire sont beaucoup plus soft, malheureusement. Comme par exemple de refuser de participer à une soirée chez Liz. Là, tu vois qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de choix douloureux à faire. En plus de ça, toutes les scènes qui auraient dû être prises au sérieux en servant de moyens pour faire évoluer les personnages comme la scène où Tante May apprend que son neveu est Spider-Man, sont tournés au gag. Comme je l'ai dit précédemment, les films du MCU sont des teen movies. Ils se veulent donc être moins sombres. Mais quand même, ça perd vraiment tout son charme.
Parlons un peu du positif. Je trouve sa relation avec Tony Stark très intéressante. J'adore vraiment cette figure paternelle que Tony représente pour Peter. En l'absence de Oncle Ben, et avec le vécu qu'il a, c'était la meilleure personne pour lui apprendre le sens des responsabilités dans ce monde rempli de super-héros. Le Peter Parker de cet univers est totalement différent de celui des deux autres. Étant donné que celui-ci n'a aucune raison apparente de considérer son pouvoir comme une malédiction, il ne peut être qu'enthousiaste de jouer au super-héros. D'où l'intérêt de faire venir quelqu'un d'expérimenté pour lui faire comprendre qu'être un super-héros, ce n'est pas un jeu et qu'il faut se montrer mature et responsable. Le gros problème semble alors venir de Far From Home. Les fans ne tolèrent pas que Peter ait voulu passer du temps avec la MJ de Wish, plutôt que de partir combattre les élémentaires. Bon, déjà, il a fini par y aller. Vous plaignez un peu pour rien. Mais surtout, mettez-vous à la place de Peter. Le mec a disparu pendant 5 années parmi lesquelles le monde s'est reconstruit sans lui. C'est alors tout à fait humain que pendant un court instant, il veuille passer du temps avec ses amis et la fille qu'il aime. Il a aussi besoin de se reconstruire et de rattraper le temps perdu. Surtout qu'il a pas tort, si les élémentaires étaient si dangereux, il y avait alors plein de Avengers beaucoup plus qualifiés que lui pour s'en occuper. Mais au final, il se reprend et décide de prendre ses responsabilités en partant aider Mysterio. Et c'est là que vient le véritable problème. Peter réapprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qu'il était déjà censé avoir compris dans Homecoming, et même encore avant dans Civil War où il parlait déjà du sens des responsabilités à Tony Stark. Alors à quoi bon? Qu'est-ce que les films du MCU essayent alors de nous raconter? Parce que ce qui fait que les films Spider-Man sont si spéciaux, si grandioses, si excellents, c'est que chaque film développait son thème afin de nous faire parvenir une morale. Celle de Spider-Man 1 était de nous faire comprendre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, comme nous le vend le film centré sur l'évolution de l'état d'esprit de Peter face à ce pouvoir, le prenant d'abord comme un don qui ne servirait que ses propres intérêts, ainsi que de se venger, avant de le prendre comme une malédiction l'obligeant à ruiner sa vie privée, s'il le faut, afin de protéger la veuve et l'orphelin. Celle de Spider-Man 2 était de nous montrer qu'il existe un héros au plus profond de chacun d'entre nous, par le biais des actions de chaque personnage du film. Chaque personne peut être Spider-Man s'il le souhaite, à condition de réaliser des actes bienveillants à différentes échelles, parce que Spider-Man n'est pas défini par un super pouvoir, mais par un état d'esprit et une vision du monde. Le film va jusqu'à nous montrer que même le Dr Octavius, antagoniste du film, peut être un héros lors de son sacrifice à la fin. Attention à ne pas tout gâcher, No Way Home. Dans Spider-Man 3, c'est un peu plus complexe, et je pense que c'est l'une des raisons qui fait que le film est en dessous de ses deux prédécesseurs. La morale qu'on pourrait en tirer est que la quête de vengeance ne mène à rien, et qu'il faut s'en extirper avant qu'il ne soit trop tard. Ce message passe par le biais de plusieurs personnages comme Eddie Brock, qui est tellement aveuglé par le fait de se venger de Peter qu'il vendra son âme au symbiote, avant de mourir en essayant de le récupérer. Mais aussi par Harry Osborn, qui s'en extirpera malheureusement trop tard, l'obligeant à se sacrifier pour se racheter auprès de Peter en le sauvant. Et enfin Peter qui lui s'en est extirpé à temps et a accordé son pardon à l'homme sable. Concernant The Amazing Spider-Man 1, en tant que reboot, le film reprend le même thème principal centré sur l'importance des responsabilités lorsqu'on détient un grand pouvoir, quitte à en faire des sacrifices, qu'il y avait dans Spider-Man 1, mais de manière beaucoup plus sombre, profitant de la mort du capitaine Stacy pour appuyer ce message. Dans The Amazing Spider-Man 2, comme dit précédemment, la morale est dégagée par le discours de Gwen Stacy, qui montre que la vie connaîtra toujours des jours sombres, mais que, quoi qu'il se passe, il faudra toujours garder espoir. Maintenant, si je devais vous dégager un thème ou une morale provenant d'un film du MCU, je ne saurais même pas à quoi vous répondre d'autre qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Sauf qu'ici, ça n'a plus aucun sens, puisque Peter était déjà censé avoir compris ce message-là dans Civil War. Et même avant, puisque dans Civil War, il l'a déjà compris, au moment où il en parle à Tony Stark. Alors la remettre dans Homecoming n'avait aucun sens. Pour Far From Home, c'est différent. On peut en tirer une seconde morale, démontrant que les gens sont tellement naïfs et ont tellement besoin de croire en quelque chose, qu'ils seraient prêts à écouter et croire tout et n'importe quoi, comme les belles histoires d'un inconnu qui sort de nulle part. Mysterio. D'ailleurs, tant qu'on parle de Mysterio, autant parler des antagonistes en général. Globalement, je trouve les méchants des films Spider-Man excellents, quelle que soit la saga. Les antagonistes de cette œuvre ont souvent un point commun. Ce sont des êtres humains tellement ambitieux qu'ils ont voulu améliorer l'être humain en lui retirant ses défauts, sans prendre en compte les précautions nécessaires par rapport aux effets secondaires dévastateurs qu'ils auront sur eux et leur comportement. Ce qui montre donc que ces antagonistes ne sont pas forcément méchants, mais qu'ils ont surtout été victimes de leurs propres ambitions. Ce qui permet aussi à chaque fois des confrontations très intéressantes entre ces scientifiques-là et Peter Parker. Et quand ce n'est pas ça, ce sont des personnages qui veulent se venger d'un acte à première vue héroïque de l'homme araignée, mais qui a pu causer le malheur, voire le désespoir de quelqu'un d'autre en contrepartie. À chaque fois ou presque, il y a une opposition intéressante entre Spider-Man et son ennemi. Selon moi, les antagonistes les plus intéressants et ceux offrant la meilleure opposition à Spidey sont ceux de la première trilogie, celle de Sam Raimi.
Ils sont les plus charismatiques et aussi les plus marquants. Évidemment, ça ne reste que mon avis, mais j'ai été beaucoup plus marqué par le Bouffon Vert, le Docteur Octopus ou encore Venom que par le Lézard, Electro ou le Harry Osborn de Wish. Par rapport au MCU, c'est encore une fois beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu des antagonistes de Spider-Man. L'opposition entre ce dernier et ses adversaires, à savoir le Vautour et Mysterio, n'est pas aussi profonde et intéressante que celle des films précédents. Je trouve déjà que le Vautour, seul, ne vaut pas un clou comme antagoniste majeur. Son personnage reste intéressant, mais j'aurais préféré qu'il soit accompagné par d'autres antagonistes plus marquants, plus charismatiques et surtout plus importants. Et par rapport à Mysterio, même si j'aime beaucoup le travail qui a été fait avec, pour Far From Home, je trouve que l'opposition qu'il offre à Spider-Man souffre cruellement du fait d'avoir voulu raccoler Tony Stark à tout ça. On ne ressent pas une réelle volonté de la part de Mysterio de vouloir tuer Peter, tout comme du côté de Peter de vouloir faire entendre raison à Mysterio, comme il l'aurait fait avec un Bouffon Vert ou un Docteur Octopus. Vous l'avez sûrement compris, mais je ne peux pas autant idolâtrer les films du MCU que les films de Sam Raimi ou de Mark Webb pour The Amazing. Tout d'abord parce que ces dernières avaient une véritable ambition artistique, que ce soit dans sa volonté d'écrire une histoire profonde, mature et intéressante, tout en restant fidèle un minimum aux comics. Ils proposaient des personnages avec de vrais dilemmes moraux qui les rendaient si intéressants, attachants et marquants. Il y avait une véritable volonté de raconter quelque chose, de faire passer un message. Les films récents souffrent d'être des films du MCU. N'étant pas à la tête d'affiche dès son arrivée, le tisseur voyait ces films manquer cruellement d'ambition avec des enjeux secondaires. Ce qui était en accord avec le principe de l'introduction du personnage, qui se voulait être un Avenger secondaire dans un premier temps, avant de devenir principal après la disparition de Iron Man, Captain America, etc. Je pense que la plus grosse erreur est d'avoir introduit ce personnage dans Civil War, après la mort de Oncle Ben et en faisant en sorte qu'il ait déjà ses pouvoirs. Ça rend déjà le personnage fortement moins intéressant, et surtout, ça amène ces films, ces futurs films, à arriver dans une impasse. Celle qui oblige Spider-Man à n'être qu'un Avenger secondaire en pleine formation, s'occupant de menaces secondaires aux Avengers. Alors qu'un film sur son origin story nous aurait permis de le voir devenir un héros, avant de le voir devenir enfin un véritable Avengers. C'est d'ailleurs sûrement la raison qui fait que les antagonistes des films Spider-Man du MCU ont plus de liens avec les Avengers en général qu'avec Spider-Man lui-même. Donc au final, quelle est la meilleure adaptation de Spider-Man? Eh bah c'est celle que tu décides. Parce qu'au fond, toutes ces adaptations ont leurs qualités et leurs défauts. Certains plus grossiers que d'autres, mais souvent expliqués par la volonté des auteurs de faire ainsi. Avec mon argumentaire, vous avez dû vous dire que je déteste les films du MCU, alors que je les apprécie malgré tout. Ils ne répondent pas à la vision que je me suis faite de cette œuvre, mais c'est pas pour autant que je vais devoir leur cracher dessus. Il faut apprendre à respecter la vision d'un auteur. J'imagine que dans le cas du MCU, les directives concernant ces films viennent plus de Kevin Feige que de John Watts, et j'imagine que c'est pour une bonne raison. Les deux films montrant Spidey en train de devenir un héros manquaient sûrement d'ambition par volonté. Quitte à introduire le personnage dans la phase 3 qui allait contenir Captain America Civil War et Avengers Infinity War et Endgame, je pense que le choix de faire des films centrés sur la vie lycéenne de Peter au milieu de tout ça était peut-être le meilleur choix à faire finalement. Et maintenant que les films Avengers et tout le reste sont passés, on va pouvoir se concentrer sur du vrai Spider-Man et sur rien d'autre, avec des antagonistes et des thèmes centrés autour de lui et pas des autres Avengers. Et vu les informations qu'on a autour du prochain film No Way Home, cela semble très bien parti. Le film est décrit comme la production la plus ambitieuse de l'histoire des CBM, Comic Book Movies. Et quand on voit le casting, quand on voit les rumeurs sur le scénario, tout porte alors à croire qu'on va assister à l'un des plus grands événements de l'histoire des CBM. Mon avis n'est pas unique. Chaque avis compte, le vôtre autant que le mien. Ce que j'essaie alors de vous faire comprendre, c'est qu'au fond, qui est le meilleur Spider-Man? On s'en fout. Quoi qu'il se passe, la question ne trouvera jamais de réponse car il n'en existe aucune. Chacun aura toujours son avis qui viendra accréditer sa saga préférée. Le plus important c'est d'avoir compris ce qu'a essayé de nous transmettre ces trois magnifiques sagas, inspirées du même matériel de base. Avoir compris qu'il y a du bon en chacun de nous, que la vengeance n'est qu'une voie vers plus de malheur, qu'il faudra garder espoir même dans les jours les plus sombres, mais que surtout, si tu as les capacités d'aider quelqu'un, alors tu en as l'obligation morale de le faire. Parce qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et si tu as compris tout ça, alors peut-être bien que c'est toi, au final, la meilleure version de Spider-Man. Eh Martin, il faudrait que t'arrêtes de jouer au super-héros. C'est plus de ton âge, tu sais. Allez mon grand, retourne faire tes devoirs maintenant. T'as un BTS à préparer, tu te souviens? Ah, et tu seras gentil, rends-moi mon costume. Bien le bonjour visiteurs de la chaîne, ici l'inspecteur que tu connais bien. Je vous recommande de vous abonner à cette modeste chaîne YouTube. Vous devriez en profiter, c'est l'un des rares abonnements qui demeure gratuit de nos jours.
Et c'est le tisseur qui vous le dit. Alors tu sais quoi faire? Sinon je continue à prendre cette fois ridicule jusqu'à la fin de ma vie. Ah, à bientôt.